Bonjour tout le monde, aujourd'hui on commence par le sommaire. Oui, est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a dans le sommaire? Oui, bien sûr. Pour le sommaire, on a Manuel Cousin interviewé par Safia. Après, on a Alison qui est dans l'équipe de Alan interviewé par Jumana. Après, on a Amina qui est partie découvrir des informations sur le Mans. Et pour finir, on a Marie-Ella Tonzio interviewée par Ala. T'as oublié les images du jour? Allez, place au générique. William, tu sais pas quand on a interviewé la célébrité de Sables d'Olonne? Sérieusement, c'est qui? C'est Manuel Cousin. Mais c'est incroyable, j'ai trop envie de faire une photo avec la célébrité de Sables d'Olonne. Allez, c'est parti. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, écoute, ça va très bien. On est à une douzaine de jours du départ, je crois, 12 jours aujourd'hui. Et voilà, on est prêt, le bateau est prêt. Et puis nous, on profite de ce partage avec le public nombreux sur les pontons du Vendée Globe. Pouvez-vous nous parler de vos débuts dans la voile? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? Alors mes débuts dans la voile datent de quelques années en arrière maintenant. Je devais avoir 4-5 ans. En fait, j'ai un oncle qui était moniteur de voile et qui, avec mes cousins-cousines, nous a fait monter dans des petits optimistes. Et on a commencé comme ça avec mes cousins et cousines en naviguant sur les petits optimistes à côté de Saint-Malo lors des vacances d'été. J'ai trouvé ça trop sympa, magique d'avancer avec le vent. Et donc j'ai commencé voilà, et tout jeune sur des optimistes. Quel a été le moment le plus marquant dans votre carrière en tant que marin? Je pense que si on parle Vendée Globe, et je pense que pour un marin, pour un coureur au large, le Vendée Globe c'est forcément ce qui est le plus marquant. Donc on va dire le départ déjà de l'édition précédente, du 2020, le passage du Cap Horn forcément, l'arrivée du Vendée Globe. Enfin voilà, il y a des faits marquants, il y en a plein de faits marquants. Après la route du Rhum, c'est une course qui m'a fait rêver aussi. J'ai eu la chance de la faire 2 fois. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Mais on va dire que le Vendée Globe c'est quand même la course phare et c'est celle qui fait rêver tous les marins. Comment vous vous êtes préparé à une course importante? Quelles sont vos routines? Alors comment je me suis préparé? Je pense comme tous les marins qui sont ici, on se prépare physiquement parce que ce sont des bateaux très physiques, mentalement parce que c'est pareil, faire une course pendant 3 mois, je pense qu'il faut avoir les nerfs solides. Pour l'avoir fait une fois et fini une fois, je pense que c'est vraiment, hormis le physique, c'est vraiment le mental qui est important. Donc voilà, on travaille là-dessus, on travaille sur le physique avec un coach physique. Le mental, la même chose. Donc on se prépare comme tous les sportifs de haut niveau en faisant du sport, de la préparation mentale, de l'imagerie, de plein de choses pour arriver fin prêt le jour J sur la ligne de départ. Quels défis avez-vous rencontrés lors de vos navigations et comment les avez-vous surmontés? Écoute, c'est pareil, si on reparle du Vendée Globe 2020, des défis, c'est quasiment tous les jours. On a un grand marin qui est Michel Desjoyaux qui disait le Vendée Globe, c'est quasiment une emmerde par jour. Je suis complètement d'accord avec lui, c'est même des fois plus dur par jour. Donc voilà, mais effectivement, moi j'ai eu des gros problèmes sur mes safrans lors de mon dernier Vendée Globe, donc ça m'a valu de m'arrêter, enfin en tout cas, évidemment pas dans un port, mais arrêter bateau pendant 24 heures pour réparer. Ensuite j'ai cassé mon vérin de quille sur mon bateau, donc là ça m'a valu pratiquement 3 jours d'arrêt au milieu de nulle part pour réparer ça et pouvoir finir mon Vendée Globe. Donc voilà des faits marquants et des soucis techniques, on en a malheureusement. J'espère en avoir moins cette fois-ci pour faire mieux et arriver à faire un score très sympa, notamment dans les bateaux à dérive. Pouvez-vous nous parler de l'association Coup de pouce? Bien sûr, l'association Coup de pouce, c'est une association qui date de 1998. T'étais pas né, je pense. Je suis leur parrain au niveau national depuis 2018. Et c'est une association qui œuvre contre le décrochage scolaire des enfants en primaire. Je trouve que c'est vraiment une association qui vaut vraiment le coup d'être mise en lumière. Ce que l'on fait, moi je porte leur couleur depuis 2013 sur mes voiles, que ce soit en classe 40 et maintenant en IMOCA. Et on essaye, voilà, on a décidé il y a 2 ans maintenant de donner vraiment le naming du bateau, ce qui fait pour eux vraiment une mise en lumière incroyable sur une course aussi importante que le Vendée Globe.
Comment la météo influence-t-elle votre stratégie de course? La météo, c'est la clé de voûte, hein. C'est la clé de voûte de notre navigation. En fait, c'est vraiment ce qui est le plus important pour nous. Évidemment, le bateau, le support, il faut que le bateau fonctionne bien. Mais à partir du moment où on a un bateau en bon état, c'est la météo qui va influencer notre manière de naviguer. À nous maintenant d'être bon météorologue, de bien l'interpréter, puisque évidemment, on n'a pas besoin, on n'a pas le droit d'aide extérieure au niveau de la météo et du routage. Donc, c'est à nous de décrypter les fichiers météo et de les utiliser au mieux. Donc la météo, c'est vraiment, comme je disais, la clé de voûte de notre sport. C'est ce qui va faire qu'on va faire une bonne ou une mauvaise course. Quelle est l'importance de votre équipe pour toi et lors de vos compétitions? Écoute, l'équipe, comme tout sport individuel, hein, on a un sport individuel, on est souvent en solitaire, mais évidemment, sur des courses comme les nôtres, l'équipe, elle est très très importante. C'est elle qui prépare le bateau pendant des mois, voire des années en avant. Donc, même si dans des petites équipes comme la nôtre, moi je fais vraiment partie intégrante de l'équipe technique, je bosse avec eux tous les jours. D'une part parce qu'on n'est pas assez nombreux et d'autre part parce que j'aime ça et que je trouve que sur une course aussi importante que le Vendée Globe, mettre les mains dans le cambouis comme on dit, c'est vraiment quelque chose qui est précieux pour ce que l'on va faire ensuite pendant la course. Au moins on connaît le bateau par cœur. Je trouve que c'est un vrai plus. Comment avez-vous vu la voile évoluer au fil des années? Eh ben, la voile évolue énormément, il suffit de regarder, se balader sur les pontons. Les bateaux évoluent, les architectes font des merveilles. Là, on a, nous, un bateau de 2007-2008 qui est né pour Jean-Pierre Dick, hein, pour le Vendée Globe 2008. Néanmoins, on l'a fait énormément évoluer. C'est un bateau à dérive qui est aujourd'hui, on peut dire, dans les meilleurs, on va dire, dans le top 5 des meilleurs bateaux à dérive. Et puis, on a à côté de ça des bateaux qui viennent de sortir en 2022-2023, donc des toutes dernières générations. Donc la voile évolue énormément avec les foils, avec des tas de choses qui font qu'aujourd'hui, on va de plus en plus vite sur les océans. On atteint des vitesses aujourd'hui avec ces bateaux-là, ce sont les monocoques les plus rapides au monde qu'on a sur le ponton. On atteint des vitesses de 40 nœuds quasiment sur l'eau, ça veut dire 70 km/h. Donc pour des voiliers comme ça, c'est juste énorme, mais je pense que de toute façon, l'homme est fait pour évoluer tout le temps et on va encore forcément faire évoluer ces bateaux-là dans le futur. Quels sont vos projets ou objectifs futurs ? Alors les projets, le projet c'est déjà prendre le départ du Vendée, le finir, ça je croise les doigts, c'est évidemment l'objectif vraiment futur à très court terme principal. Je pense que tous les coureurs qui sont à ce ponton-là n'ont qu'une ambition avant d'aller faire un bon classement, c'est d'abord le finir. C'est clair que c'est le classement, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, un Vendée Globe, il faut d'abord le finir, c'est vraiment ce qui habite tous les coureurs. Et dans le futur, c'est continuer à courir, continuer au moins pour les 4 ans qui viennent et refaire le Vendée Globe 2028 et pourquoi pas mettre le pied à l'étrier à un ou une jeune qui a envie de faire comme nous, de se lancer et si on peut lui permettre de donner un minimum de notre expérience, on fera ça avec plaisir. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes marins qui souhaitent se lancer dans la compétition ? Ne rien lâcher, croire en ses rêves, ne pas écouter forcément ce que les adultes leur disent, faire ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie de faire, que ce soit de la voile ou autre chose, de la voile, du sport, de la musique, peu importe. S'ils ont quelque chose qui leur tient à cœur, ne rien lâcher, croire en ses rêves et faire. Quand on arrive à faire ce qui nous plaît, c'est génial. Et si toi c'est le journalisme, vas-y à fond parce que c'est top de pouvoir vivre en faisant ce qui nous fait rêver, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. William, je suis intéressé par le milieu administratif et logistique, mais je connais pas quelqu'un qui peut m'aider. Ça tombe bien, j'ai quelqu'un qui peut t'aider. Ah bon, c'est qui? C'est Alison de l'équipe de Alain Roura. En plus, il y a Jumana qui est en train d'interviewer. Bien, on va la rejoindre. Allez, c'est parti. Bonjour, ça va? Très bien. Quelles sont vos principales responsabilités en matière de logistique et de coordination? Alors en logistique, c'est toute l'organisation de l'équipe tout au long de l'année, donc les départs de course, les villages, les entraînements, les phases de repos aussi. Voilà, en fait, je m'occupe du calendrier de l'équipe pour être sûr que chacun sache ce qu'il va faire dans la semaine ou la semaine qui suit pour qu'ils aient les informations. Voilà.
Comment collaborez-vous avec l'équipe à terre pour garantir un soutien optimal? Et lundi matin, on fait un point d'équipe. Comme dans beaucoup d'entreprises, en fait on est une petite entreprise, donc on fait un point d'équipe où je vais leur dire voilà, cette semaine il va se passer tel truc, on prévoit de faire une sortie en mer à telle date, un tel, est-ce que tu es dispo pour aller naviguer parce que Alan il voudrait tester tel équipement sur le bateau, donc on fait des points. Et après en technique aussi, on a un directeur technique qui fait aussi son point technique pour répartir les tâches au sein de l'équipe. Quelles sont les étapes clés de la préparation logistique avant une grande course? Alors on s'y prend très longtemps à l'avance, hein, évidemment, on n'arrive pas le jour du village en se demandant ce qu'on va faire, donc on essaye de faire un maximum de travaux avant pour que sur le village on ne soit pas trop pris, parce qu'ici c'est difficile, on n'a pas tout notre matériel, on a quand même un gros semi-remorque avec plein de matériel dans la zone technique, mais donc on va tout anticiper, vraiment, mais même ça, en logistique par exemple on réserve les logements un an avant pour être sûr d'être à côté du village, pour ne pas faire de voiture. On amène nos vélos pour ne pas avoir à trouver des places. On essaye de rendre tout le plus fluide possible. Comment gérez-vous les imprévus ou les changements de dernière minute? Comme tout le monde, on se débrouille. Alors il y a des imprévus qu'on essaye d'anticiper. Et il y en a d'autres, malheureusement, on peut pas toujours anticiper. Par exemple, un départ de course qui est retardé. On peut y penser, mais on ne peut pas réserver un hébergement pendant 15 jours à la suite. Donc on se débrouille, on se réunit, et on fait une gestion de crise et puis on réfléchit à des solutions. Pouvez-vous nous parler des défis spécifiques auxquels vous êtes confrontés et dans l'organisation des déplacements, dans l'approvisionnement, du suivi de Alan? C'est pas une question très simple, mais les difficultés, c'est juste d'être prêt en temps et en heure. On est une petite équipe, donc il faut que chacun... on n'a pas un service qui s'occupe de trucs en particulier, donc on se répartit les tâches. Voilà, c'est beaucoup d'anticipation, c'est vraiment se projeter tout le temps, se dire sur le village du Vendée Globe, on a 3 semaines, il va falloir, il y a tel truc qui est important à faire, il faut que ces 2 personnes soient là en même temps sur 3 semaines, vu qu'on travaille aussi les week-ends, il faut que les gens ils puissent avoir un peu de congé pour aller respirer un coup, donc c'est beaucoup d'anticipation tout ça. En tant qu'assistante, quelles sont les compétences et les qualités nécessaires pour gérer un tel rôle? Il faut avoir un peu de tempérament parce que c'est beaucoup des équipes d'hommes. Donc il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Il faut avoir une pointe d'humour, savoir un peu jouer avec la diplomatie. Voilà. Quelle part de votre travail consiste à gérer les partenaires, sponsors et relations publiques autour d'Alan et de ses courses? Alors moi, en tant que team manager, je discute avec les sponsors que dans le cadre de l'organisation de leur venue ici. Et encore, c'est sur la partie pratico-pratique, par exemple, ils vont venir, il va falloir qu'on organise une navigation, il va falloir peut-être qu'on fasse des ateliers dans le hangar pour expliquer les métiers de chacun. Donc là, tout ce qui va concerner l'équipe, ça va passer par moi. Par contre, s'ils ont besoin de réserver un restaurant, d'avoir des tenues particulières, un hôtel, ça c'est pas moi qui m'en occupe. Avez-vous des anecdotes ou des expériences marquantes vécues pendant les préparations ou pendant les courses d'Alan? Les départs de course, c'est vraiment toujours des moments qui sont très marquants, très émouvants, parce que c'est l'aboutissement à chaque fois du travail. Donc des courses, il y en a plusieurs dans l'année, mais il y en a une en général majeure l'hiver. Et c'est vrai que quand enfin il prend le départ, à la fois c'est un soulagement et on se dit nous notre travail il est fait. Maintenant c'est au skipper de faire le sien. Quel est votre plus grand défi dans la gestion de la logistique d'un skipper de course au large? Alors mon plus grand défi, il est plutôt dans la gestion de la finance, des sous, parce qu'il faut pouvoir, donc on est 8 dans l'équipe, il faut pouvoir assurer les salaires de l'équipe tout au long de l'année, le remplacement du matériel, etc. Donc mon plus gros défi, je dirais, c'est d'être sûr qu'en fin d'année, on a encore assez de sous pour payer les salaires et puis rebasculer sur l'année suivante. Merci beaucoup. Nounours, tu sais pas quoi, je viens de découvrir un truc de dingue. Ah ouais, dis-moi tout. Tout. Ah, très drôle la blague, vas-y, sérieusement. En fait, c'est grâce à le mât et la voile qu'on arrive à se déplacer avec le bateau. Ah ouais? Mais oui, si tu veux te renseigner plus, viens, on va voir Aminia, elle est en train d'interviewer. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. En quoi est fait le mât et quelle est sa hauteur? Alors le mât il est fait en fibre de carbone, comme à peu près tout le bateau. Et c'est une fibre un peu particulière, ça s'appelle du haut module. C'est une fibre très très raide, qui s'allonge pas beaucoup. Donc le mât il fait 27 mètres 30.
Le mât est-il spécialement renforcé pour résister aux tempêtes et aux vents très forts? Oui, le mât il est dessiné et calculé. On a tous le même à peu près. Tous les bateaux depuis 2016 ont le même mât pour éviter qu'il casse. Comment est fixé le mât pour éviter qu'il ne casse en pleine mer? Le mât, on le voit derrière, il est fixé avec 2 outriggers. Les outriggers, c'est des grands tubes qui permettent de décentrer les haubans qui tiennent le mât. Et après, derrière, le mât, il est tenu par 2 bastaks. C'est des câbles où on peut mettre la tension et enlever la tension de chaque côté. Si un mât casse pendant la course, est-ce que le skipper peut le réparer seul? Comment il fait? C'est très très compliqué. C'est arrivé qu'une seule fois en 2001 par Yves Parlier. Mais sinon, il peut rentrer avec un gréement de fortune. Donc c'est souvent on met la baume ou les outriggers en guise de mât. Et on met une toute petite voile pour rentrer jusqu'à l'arrivée. C'est arrivé quelques fois. C'est arrivé à l'Anroura, je crois. Mais c'est très rare. La hauteur du mât change-t-elle la vitesse du bateau? Non. Comme on a tous les mêmes mâts, on n'a pas de problème à ça. Est-ce que tous les skippers du Vendée Globe ont des mâts identiques ou sont-elles différentes? Tous les bateaux depuis 2016 ont le même mât, mais par contre il y a des bateaux comme à côté, celui de Guirec, qui est un bateau qui a été dessiné en 2008 et dans ce cas-là, le mât il est un peu différent. Là on voit qu'il tient avec des barres de flèche et ça c'est un peu différent, mais sinon tous les autres sont identiques. D'accord, merci beaucoup. De rien. Nounours, tu connaîtrais pas l'association de bateaux à voile? J'aimerais trop en faire. Oui, je connais l'association, c'est Stand As One. Et en plus, ça tombe bien, on a interviewé sa directrice. Ah bon, c'est qui? C'est Marie Latonzio. Mais c'est super bien, on va la voir. Allez. Bonjour. Salut. Comment vous vous sentez à quelques jours de départ de votre mari? Ah oui, la fameuse question. Eh bah écoute, ça va. Je me sens pas mal. J'appréhende un peu parce que entre-temps on a eu une petite fille aussi et c'est un peu difficile les départs, mais ça se passe bien. Quel est le but de votre association? Alors, notre fonds de dotation qui s'appelle Appel pour la différence, notre but c'est de montrer et d'évoquer la mer à des jeunes en situation de seconde chance et pourquoi pas les former au métier de la mer et derrière leur donner l'opportunité de naviguer sur l'IMOCA en course sur The Ocean Race. Comment vous sentez-vous comment avez-vous conçu le projet Stand As One et quel a été votre déclencheur? Alors le déclencheur c'est automatiquement Éric Bellion. Parce que c'est le skipper et il s'est fait un peu de manière... c'est assez rigolo parce qu'on était parti en goélette, donc c'est un autre bateau, on était parti dans le Pacifique et j'ai vu que Eric tapait un peu sur son bateau parce qu'il avançait pas aussi vite qu'un IMOCA et il a fini par m'avouer quelques années plus tard qu'il avait envie de repartir sur le Vendée Globe et on s'est donné les moyens pour arriver à construire ce projet et aujourd'hui nous voilà sur les pontons du Vendée Globe. Quelles sont les missions prioritaires de l'équipe pour cette année? Déjà c'est de regarder si tout se passe bien. Donc il y en a une partie de l'équipe qui va aller se reposer parce que ça fait 4 ans qu'on monte ce projet et qu'il est temps d'aller se reposer. Pour d'autres ça veut dire qu'on va être en veille. Et puis après c'est de préparer cette fameuse goélette dont j'ai parlé tout à l'heure pour accueillir des jeunes en situation de seconde chance à partir de juin prochain. Donc quand il y a un bateau en mer, il y a l'autre qui rentre au chantier pour être réparé. Quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés depuis le lancement de Stand As One? Ouais, il y en a un paquet des défis. On appelle ça la charge mentale. C'est ça le plus grand défi, je crois, de notre projet et d'ailleurs de tous les projets de course au large. Déjà, c'est de rassembler les sous. Il faut trouver des millions d'euros. Donc avec Eric, on a pris nos petites valises là, puis on a été rencontrer des gens qui avaient de l'argent pour leur dire coucou, c'est nous, on voudrait de l'argent. Donc c'est de lever les fonds, c'est de trouver des gens qui nous font confiance et puis aussi de se faire confiance. Parce que ça, c'est un vrai défi. Et d'ailleurs, j'incite tout le monde à essayer de se faire plus confiance pour créer des projets, parce qu'on est tous capables de le faire. Et puis après, de s'entourer des belles personnes, de bonnes personnes. Voilà. Comment travaillez-vous avec les sponsors et partenaires pour soutenir vos projets?
Alors, il y a un club de partenaires, nous, comme beaucoup d'ailleurs sur la classe IMOCA. L'idée, c'est de faire en sorte qu'ils s'y retrouvent plutôt dans l'interne. Donc, en fait, on donne beaucoup de contenu pour nos partenaires en interne, moins sur la visibilité, parce que je ne sais pas si vous avez regardé, mais le bateau, finalement, il ne s'appelle pas par le nom d'une grande marque, mais par notre propre marque Stand As One, Altavia. Et l'idée, c'est que derrière, on active pas mal de soirées pour eux, du contenu inspirationnel, pour pousser les gens à aller vers la différence et la diversité. Comment sélectionnez-vous les marins et les membres de l'équipe qui rejoignent Stand As One? Alors, j'ai pas de service RH, comme on appelle ça, de ressources humaines au sein de Stand As One. Donc, on s'est entouré parce qu'il y avait des gens qu'on connaissait déjà du précédent projet. Et puis après, moi, je suis très dans le pif. Alors, donc, je regarde les personnes, je leur pose des questions pour voir si le fondamental commun est bien en accord entre nous. Et puis, on s'essaye. Le but, c'est de s'essayer le plus longtemps possible. Et puis après, à un moment, on se marie. Et puis, parfois, on divorce parce que ça se passe pas forcément bien, mais ça fait partie de la vie des projets. Et quels sont vos projets futurs pour Stand As One au-delà des courses à venir? C'est toujours, je reviens souvent à ma petite goélette, mais finalement c'est toujours cette goélette, notre projet pour la suite. C'est de l'armée pour faire en sorte qu'elle puisse accueillir le maximum de jeunes. Et l'idée derrière vraiment, c'est qu'on puisse s'entourer de personnes qui puissent nous aider à former ces jeunes pour la suite et qu'ils accèdent au métier de la course au large. Donc ça va de la stratification à la communication, à la navigation. Voilà, donc ça c'est nos projets pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. Regarde, ça c'est le coucher de soleil, ça c'est le bateau des cousin. Mais c'est incroyable ces images, où est-ce que je peux les trouver? On va être dans les images du jour. On quitte nos amis pour aller voir ça. À demain!